Ce qui est passionnant, c'est que, bien sûr, ce que je vais présenter n'a rien à voir avec ce qu'a présenté Virginia, mais en même temps, et c'est ça toute la richesse d'un institut comme l'IMERA, c'est on commence peut-être même à percevoir des parentés, disons, qu'on pourrait discuter ultérieurement, parce que dans mon projet, peut-être pas dans la présentation d'aujourd'hui, mais dans ce que je vais faire concrètement pendant mon temps ici, le corps joue un rôle central, donc le corps affectif, si tu veux. Et donc, dans cette vision phénoménologique du corps propre, le schéma corporel joue un rôle central, donc la coordination des sens à l'intérieur du corps propre. Donc, tout ça, ça ne va pas être présenté aujourd'hui, parce qu'il s'agit donc d'une très courte présentation. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Voilà, donc puisque le français n'est pas ma langue maternelle, j'ai un texte écrit que je vais lire à l'aide de quelques diapos. Il me semble, et c'est ça le projet que je tâcherai de poursuivre ici durant mon séjour à l'IMERA, qu'il vaudrait la peine de travailler sur une théorie des affects politiques ou des émotions politiques. Là, puisque je suis philosophe, j'aime bien les distinctions des notions et des termes, mais pour l'instant, je ne différencie pas entre affect, émotion, etc. Ça serait à voir ultérieurement. Et tout cela, donc, dans une perspective, comme je disais, phénoménologique. Je voudrais rapidement, dans ce qui suit, donner deux arguments pour ce projet, pour le cerner un peu, grosso modo. Le premier argument reprend un diagnostic sur l'état du politique contemporain, si vous voulez, bien connu. Et le deuxièmement est un argument plutôt théorique. Il faut parler plus fort ? D'accord. Oui, pour quelques-uns. Donc voilà, et le deuxième argument est un argument de théorie politique. Et j'essaie donc d'articuler ces deux points, puisque dans mes études à Sciences Po, il y a 25 ans, j'ai appris que tout exposé doit avoir 3 parties. C'était obligatoire à Sciences Po. Il va donc y avoir un troisième à la fin pour cerner un peu les perspectives de mon projet. Donc, les 3 parties sont les suivants. Le premier, on pourrait l'appeler le malaise de l'Occident, où je parlerai brièvement de ce constat, de ce malaise et d'une absence d'une réalité affective dans la théorie politique. La démocratie, longtemps, nous avons la considérée comme établie et stable et remise en question. Le malaise démocratique, on pourrait l'appeler, semble consister justement dans le dilemme que les institutions démocratiques ne paraissent plus en mesure de rendre compte des revendications de justice, voire de participation. C'est pourtant cela que la démocratie attend d'elle-même. Donc, elle échoue à ses propres attentes. Or, les technocraties démocratiques ne semblent plus en mesure de répondre à la cadence des complexités accrues de nos sociétés contemporaines. Au-delà de cette perspective européenne ou transatlantique, visant donc les politiques qualifiées de populistes d'Europe et des États-Unis, il y a eu des contestations démocratiques il n'y a pas trop longtemps qui ont ébranlé les gouvernements autoritaires, même si le processus de bouleversement institutionnel n'a souvent pas abouti, nourri d'un sentiment d'un manque d'espoir pour un avenir plus propice, surtout de l'autre côté de la mer Méditerranée. C'est cette série d'événements qu'on avait appelé le soi-disant printemps arabe. Dans les 2 cas de figure, distingués très schématiquement, ici, c'est aux affects, aux émotions politiques, à mon avis, que revient la fonction d'exprimer ce qui s'articule dans les contestations ou dans les aspirations politiques actuelles. On pourrait parler peut-être des affects mobilisatrices
ou d'un rôle mobilisatrice des émotions. L'enthousiasme, la compassion, la sympathie sont des forces qui nous relient les uns aux autres, ouvrant une perspective à une vie commune basée, si on pourrait dire, sur la solidarité. D'autre part, il y a la colère, la haine, le dégoût, la peur et le ressentiment qui, tous, peuvent conduire à des politiques d'affirmation de soi agressives qui sont basées sur l'exclusion violente des supposés étrangers. Pour la réflexion politique ou philosophique, il s'agirait donc non seulement d'analyser ces expressions politiques, ce qui est la tâche qui relève de la tâche des sciences politiques, de la sociologie, de l'ethnologie, etc., mais aussi de déterminer le rapport à l'interprétation du politique, et c'est donc là une tâche proprement philosophique. Donc d'expliquer ce qu'est un affect politique. Car, curieusement, une telle notion d'affect ou d'émotion politique n'existe pas en philosophie. Bien sûr, on connaît un certain nombre de classiques qui ont travaillé sur le rôle des affects en politique, comme Spinoza, Hobbes, Rousseau, Tocqueville, etc. Mais on avait toujours affaire à un rôle, disons, serviteur des émotions et non pas un rôle constructif des émotions. Donc ça, c'est pour le constat, pour le diagnostic. Deuxièmement, je parlerai brièvement sur ce que j'appelle la différence politique. On déplace donc la perspective maintenant vers la théorie politique, la philosophie politique. Puisque en théorie politique, depuis, disons, 30 ans, grosso modo, 20 à 30 ans, un certain nombre d'approches fait une place systématique aux affects dans leur théorie. Et ça, c'est nouveau par rapport à l'histoire classique de la théorie ou de la philosophie politique. Ils font une place aux affects sans pour autant avoir systématiquement pensé ce rôle et ce terme. Et c'est cette série d'approches qu'on a appelées les théories du politique. Les théories du politique, donc, se distinguent, et souvent par polémique, à des théories de la politique. Et c'est la différence donc entre la politique et le politique, en anglais politics and the political. Car si le diagnostic approximatif esquissé ci-dessus du non, anti ou post-politique dans l'ère actuelle était correct dans ses grandes lignes, on pourrait opposer à cette politique du malaise démocratique quelque chose, ce qu'on appelle le politique. Ce serait une opposition à cette crise démocratique. Le moment où les prérequis des institutions politiques établies sont mis en cause est, dans cette perspective théorique, un événement d'instauration ou d'institution politique. Et c'est exactement cet événement-là, cet événement d'instauration, qui a été appelé le politique, le moment du politique. En soulignant donc l'importance du politique, les théories politiques canoniques se voient en même temps exposées à une critique souvent sévère, car les théories politiques libérales entendent que la politique est un champ d'action dans lequel des individus libres négocient leurs intérêts et leurs possibilités d'agir, leur marge de manœuvre, en donnant leur légitimité aux institutions politiques par l'établissement des règles communes. C'est ça, généralement, grosso modo, la base des théories libérales de la politique. Les théories du politique, par contre, parfois provisoirement résumées par des mots-clés post-libéral ou même de radical démocratique, remettent en cause ce point de départ. Ils soulignent plutôt que la notion même d'un individu efficace et libre n'est en effet concevable qu'à base des contingences historiques, que l'individu libéral ne se comprend pas soi-même, ça ne va pas de soi.
que ça existe. La notion de la politique, d'une part, se référant à des procédures institutionnalisées, suppose une subjectivité anhistorique, non historique, qui se porte garante de la liberté comme point de départ. La notion du politique, d'autre part, ne présuppose pas un sujet immuable, mais se réfère à des subjectivations qui s'établissent au cours des conflits politiques. C'est ça une différence de base. Soit on présuppose un sujet libéral déjà constitué, qui dispose des droits et des libertés fondamentales à partir desquelles on construit des institutions, ou bien on prend une perspective historiciste, si vous voulez, qui prend en compte le fait qu'il faudrait plutôt parler des subjectivations, donc des processus de devenir sujet. Un événement politique, donc, institue la répartition entre ceux qui sont autorisés à parler et ceux qui ne le sont pas, le partage du sensible selon les mots de Jacques Rancière. Pour la philosophie du politique, une transformation de l'ordre politique ne s'établit pas par une justification normative universelle, mais elle émerge plutôt d'anomalies, d'interférences ou d'interruptions particulières de l'ordre en vigueur. Aux affects politiques, donc, revient alors une fonction fondamentale. Et ça, la différence aussi de l'ordre libéral. Si l'on prend cette irruption de l'extraordinaire non pas comme une singularité historique, mais comme un symptôme de la fragilité et de la contingence de tout ordre social généralement, alors c'est la rupture elle-même qui devient la cause institutrice d'une société. Or, pour revenir aux affects, on peut lire la contingence et la conflictualité du social à partir donc des émotions qui affectent les corps. Dans un sens, les affects sont des rencontres avec l'antagonisme qui traverse tous les fondements du social. Les affects ne sont plus alors considérés comme ceux qui seraient à exclure pour après bâtir des institutions rationnelles, mais comme un signe de dysfonctionnement de l'ordre public qui peut à son tour donner lieu à des événements politiques, ou à un événement politique, au sens de le politique. Là où ce ne sont plus les justifications rationnelles qui sont décisives pour la transformation, les émotions publiques jouent un nouveau rôle dont le sens philosophique, du moins, reste à clarifier, parce qu'il n'en y existe pas de théorie proprement dite. Bon, donc, ça c'est grosso modo le cadre de la question que je me pose depuis un certain nombre depuis un certain temps. Qu'est-ce que j'essaye de faire pendant mon temps ici? Donc, ça serait la troisième petite partie, objectif du projet. Je passerai sur les détails et je l'esquisse seulement grosso modo, puisque ce champ que je viens d'esquisser est un champ assez large, intraitable dans un séjour de 5 mois, bien sûr, dans sa totalité. Ce qui importe dans mon projet de recherche, c'est donc une réduction particulière de ce champ de recherche. Je ne m'intéresse pas par des états psychiques, par exemple, des individus, par manque de connaissances de prime abord. Je ne suis pas psychologue. Je n'ai ni les connaissances en biologie ni en psychologie des émotions. Et je n'ai pas des intentions de relier la psychologie à la philosophie des émotions. Je ne crois pas que ce ne sera pas un projet intéressant, mais ce n'est seulement pas mon projet et mes compétences. Au contraire, une idée de départ, c'est que l'individualisme méthodologique, qui, du moins en philosophie, je ne sais pas trop en psychologie, du moins en philosophie des émotions, gère la plupart des approches, rend impossible, à mon avis, la notion même d'un affect politique. Les affects politiques sont toujours des affects collectifs et non pas individuels.
Les affects sont ou peuvent seulement être politiques dans la mesure qu'ils influencent, et je dirais même au niveau préconscient relationnel, donc c'est-à-dire sans qu'on se rende toujours compte, les schémas de perception et les habitudes et laissent leur empreinte sur l'interaction et l'agir politique. Il suit de là que les émotions politiques envisagées ici se différencient des passions politiques au sens classique, comme on a pu les voir dans la tradition, où ils étaient toujours liés à des états individuels. On partira donc dans mon projet de l'idée que les affects politiques, comme je disais déjà, sont des affects collectifs, partagés. Pour pouvoir théoriser les affects politiques, il sera incontournable d'approcher les émotions de manière non individualiste. Si les affects politiques alors font partie des faits sociaux, cela signifie que l'individualisme méthodologique doit au moins être réduit dans sa portée. Ces dernières années, des tentatives de penser l'action collective en philosophie ont pris de l'ampleur. On a tenté de la cerner par des termes des intentions communes ou d'intentions partagées. Ce qui reste dans ces recherches sur l'intentionnalité collective, ce qui reste controversé, c'est de savoir si les intentions collectives sont réductibles aux intentions individuelles ou si les intentions elles-mêmes sont capables de nous lier entre nous. Je crois que la phénoménologie, donc école philosophique issue d'Edmund Husserl et bien reliée et poursuivie dans la tradition française à partir de Merleau-Ponty, propose une méthodologie adaptée pour aller au-delà de cette idée que les intentionnalités sont des intentionnalités des individus. Parce qu'en phénoménologie, intentionnalité veut dire, comme dirait Merleau-Ponty, toujours un être au monde, c'est-à-dire d'être entrelacé avec un monde déjà plein de significations et non pas un individualisme subjectif ou un ego cartésien, disons, et confronté à des objets d'une réalité extérieure. Donc cette approche d'une phénoménologie, ça serait à approfondir une autre fois, bien sûr. Cette approche d'une phénoménologie de l'affectivité intentionnelle partagée a récemment reçu des impulsions novatrices de la part des Race and Gender Studies. Ainsi, des chercheuses comme Zahra Ahmed ou Linda Martin Elkoff ont recours à des contributions phénoménologiques pour comprendre les effets des pratiques racialisantes, par exemple, ou bien racisées ou racistes. Dans cette perspective, les émotions, dans leur recherche, les émotions sont des pratiques culturelles et non pas des états psychologiques. Les pratiques culturelles attribuent des valeurs à certains corps en organisant ainsi le champ social. La politique culturelle des émotions crée des autres en alignant les statuts de certains corps les uns sur les autres à l'intérieur d'une société ou d'un champ social en marginalisant d'autres corps. Ce sont donc des pratiques culturelles, des pratiques sociales qui rendent visibles certains corps en invisibilisant en même temps d'autres. Ce sont, pour reprendre encore la terminologie phénoménologique, ce sont des situations, c'est le terme qu'utilisent Merleau-Ponty, Heidegger, Sartre, etc., qui nous permettent de connaître, de comprendre et de raisonner le monde. Puisque nos identités affectent si fortement notre interaction avec le monde, elles ne peuvent pas être facilement transcendées à la manière dont les libéraux le postulent généralement. Voilà. Pour jeter un pont donc, entre les phénoménologies et les affect studies, il semble prometteur de se relier à un concept de pratique.
comme par exemple l'a développé le praxéologue en sociologie Pierre Bourdieu. Le commun dénominateur méthodologique des théories de la pratique est l'accent mis sur ce qu'on pourrait appeler peut-être le embeddedness des intérêts, des buts et des normes qui orientent l'action dans une pratique sociale accomplie. En conséquence, la notion de sujet perd son statut fondamental et fait place à celle de subjectivation, comme j'avais déjà dit au début. Il ne s'agit plus de sujets singuliers qui poursuivent des intérêts individuels, recherchent des buts intersubjectifs ou suivent des règles en créant ainsi la socialité, mais au contraire, les intérêts, les buts, les normes émergent des routines accomplies par des corps, des techniques et de la matérialité. Je termine. Ce que j'essaye de faire donc, dans mes 5 mois, qui seront beaucoup trop brèves, je le devine déjà, à l'IMERA, c'est donc de résumer ces différents bouts de théorie dans un ensemble synthétique. J'espère donc de pouvoir, grâce à l'invitation de l'IMERA, finir un manuscrit d'un livre qui est en moitié à quelques chapitres qui seront à retravailler, mais le reste reste à faire. J'y voudrais, comme vous avez peut-être perçu, développer une notion systématique d'une subjectivation affective. Au lieu de concevoir des sujets tout faits, la subjectivation est à concevoir comme un processus de devenir sujet, à travers des interactions et des pratiques qui rendent les sujets capables de prendre la parole dans un ordre symbolique. J'espère ainsi fournir un cadre théorique pour interpréter la variabilité des émotions collectives dans leur sémantique politique, le ressentiment, la haine, la colère, l'empathie, la compassion, etc. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je suppose qu'on interpelle beaucoup de gens. Moi, je travaille exactement dans le domaine, mais avec rationalité individuelle. D'accord. On aura de quoi à discuter. Oui, avec la théorie des jeux. Donc. Ouais. Donc, juste une toute petite question, ce sera la dernière. En fait, c'est juste pour répondre sur Merci beaucoup, c'était super intéressant. C'est juste une question en fait qui est liée avec le propos de Hans. C'est quoi le rôle de la pensée économique dans ce système, ce projet de faire une théorie de affect studies? Parce que souvent, et ça c'est sans doute influencé par mes expériences aux États-Unis, mais souvent affect studies, quand on parle de la validness, le rôle du corps, ça en fait, ça efface complètement les côtés économiques, les structures économiques. Notamment, je pense aux travail d'Albert Einstein sur les passions et les intérêts. Donc, est-ce que cette critique d'un libéralisme classique s'articule aussi avec une critique du marché, de l'économie de marché qui est quand même sous-jacente dans cette commission? Peut-être pas immédiatement dans l'analyse de la manière de fonctionner des affects politiques, mais peut-être sur un niveau plus abstrait, il y a, où ça comporte une critique comme ça, parce que cette idée que les affects politiques sont toujours incorporés dans la totalité de mon être au monde, pour parler phénoménologiquement, implique que les dimensions économiques font partie de cette figure que mon être au monde prend. Mais c'est quand même une dimension parmi d'autres, et ce ne sera certainement pas compatible avec une économisation des affects proprement dits. Pas avec Absolument, absolument. Merci. Là, je vous remercie.